diversité, on n'a pas mentionné jusqu'ici, mais c'est un élément important pour toi à titre perso et toi dans ta carrière. Comment tu l'as intégré, cette diversité, dans ton métier? Et en quoi c'est important? Moi, je veux m'appuyer sur tout le monde. Je pense que la diversité, ce n'est pas juste une question de sympathie et de concorde sociétale. Pour moi, la diversité, c'est un élément majeur de la performance de l'entreprise ou même de la société en général. Parce que quand on a des expériences diverses, tu veux apporter ton expérience, je vais apporter la mienne, l'autre va apporter la sienne. Et la diversité, c'est pas simplement l'origine, immigré ou pas, ou couleur de la peau ou pas. Il y a la diversité de genre, il y a la diversité de l'âge, il y a la diversité de la région. Moi, dans mes équipes, j'ai embauché quelqu'un qui a une expérience familiale en tant que fermier, en tant qu'agriculteur. Ben, il apportait des choses que les autres ne savaient pas. Donc, plus l'équipe est diverse, plus on se donne les moyens pour réussir et donc améliorer la performance de l'entreprise. Donc la diversité, ça nous permet de gagner énormément de temps. Et là, il y a un autre aspect qui est assez lié, c'est, alors, pas forcément lié avec la diversité, mais sur le choix de l'ADN des gens qui t'ont entouré et à qui tu souhaites donner leur chance. Il y a l'aspect méritocratie. C'est pas forcément une question de diplôme, c'est pas forcément une question d'être bien né, c'est une question de mériter son job et son évolution. Quelle place a eu la méritocratie dans ton management, toi? La méritocratie, pour moi, a toute la place. C'est au mérite. C'est au mérite parce que si je suis là, c'est grâce aussi à la méritocratie, hein, il faut le dire. Moi, j'ai de beaux diplômes et j'en ai plein, mais c'est venu au fur et à mesure. Je ne suis pas né avec des diplômes. Hein. Moi, le travail, comment ça s'appelle, le télétravail, je l'ai connu entre l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, où je n'avais pas une école fixe, une école assignée. Donc, non, la méritocratie, pour moi, a toute la place. Mais c'est au-delà aussi de la méritocratie. C'est de mettre chacun devant ses propres responsabilités. Tu veux progresser, progresse. Et c'est pour ça, l'école des leaders, je l'ai appelée, je lui ai donné un autre nom interne, l'école des 100 CV. Donc, si tu veux postuler à cette école, on ne va pas te demander ton CV. Donc, ton CV, en fait, ne sera pas utilisé, il ne sera pas lu, il ne sera pas traité. Il y a une dame de 57 ans, elle a pris le microphone un jour, elle m'a dit, voilà, je voudrais remercier les personnes qui ont créé l'école des leaders, parce que jamais j'aurais pensé qu'à l'âge de 57 ans, je pouvais passer d'une boulangère à cadre, à un manager. Parce qu'elle pensait qu'à partir de 55 ans, c'était fini. Alors que non, c'est pas fini. C'est pas fini. Dans certains pays... Ça dépend de toi, en fait. Dans certains pays où on est candidat aux élections présidentielles à 80 ans, à 75 ans. Donc non, c'est pas fini. Donc c'est cette diversité, cette méritocratie que tu décris, mais aussi cette passion d'aller chercher chez chacun le meilleur. Bon, et le meilleur, ça passe... tout à l'heure, tu faisais une petite parenthèse sur le fait que tu n'étais pas peintre et que tu ne savais pas peindre. Mais en revanche, tu sais repérer peut-être le potentiel et tu as une allusion à Picasso qui est assez marrante et qui est liée à ça. Tu peux me donner cette histoire liée à Picasso et au fait qu'on doit faire attention à ne pas rater le Picasso de ses équipes? Alors, ça veut dire que tu es bien informé avant de faire cet entretien. Alors, quand est-ce que j'ai utilisé cette métaphore ? Picasso, c'est quelqu'un qui est donc un excellent peintre, mais de son vivant, malheureusement, il n'a pas vécu riche, il a vécu très pauvre, et il a été reconnu après sa disparition. Et donc moi, je dis aux équipes qui recrutent des gens, je dis attention à Picasso. Donc combien de personnes ont lu et ont vu les peintures de Picasso, mais ils n'ont pas réussi à les détecter, à les déchiffrer. Ça a été déchiffré après. Donc je dis peut-être que dans les CV que vous refusez de manière automatique, plus ou moins, ou parce que il me semble, j'ai l'impression qu'il est bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas bon. Des fois, on refuse ou on accepte un CV sur juste un sentiment qui est complètement subjectif. Moi, je dis attention. Peut-être que dans la ramette de CV qu'on est en train de refuser, peut-être qu'il y a un Picasso, et c'est peut-être ce Picasso qui va sauver l'entreprise un jour. Donc peut-être un stagiaire, peut-être un quelqu'un, peut-être un caissier, peut-être, mais qui va sauver la boîte un jour. Donc je dis attention à ce Picasso, ne tombons pas dans l'erreur de refuser un Picasso qui serait... Posez-vous 2 fois la question. Exactement, exactement.
Autre chose sur laquelle je voulais revenir, tu parlais tout à l'heure de ta capacité à simplifier des problèmes. Ça, j'ai l'impression, pour avoir discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, parfois sur des projets complexes, c'est une des grandes qualités des dirigeants de simplifier des problématiques, simplifier des organisations et de simplifier la lecture des choses. C'est quoi la méthodologie quand on est face à quelque chose qu'on a l'impression de ne pas maîtriser pour finalement arriver à maîtriser la problématique qu'on a? C'est très simple. Moi, quand je suis sur une route et je trouve devant moi un rocher, je ne peux pas bouger le rocher avec mes bras. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas la capacité et les muscles suffisamment développés pour bouger un rocher. Le rocher, c'est un très gros problème complexe. Qu'est-ce que je fais? Mais je dois passer par là. Je n'ai pas le choix, c'est ma route. Donc je prends mon marteau et je divise le rocher en pierres. Et là, la pierre, je peux la déplacer. Et si je ne peux pas déplacer la pierre, je divise la pierre en cailloux. Et le caillou, je peux le déplacer. Et si je ne peux pas déplacer le caillou, parce que je n'ai pas un poste à responsabilité énorme, et donc je divise le caillou en poussière et je marche dessus. Donc en fait, tout au long de ma carrière, j'ai remarqué que certains dirigeants ou personnalités de tout secteur ont tendance à rendre le caillou plus important qu'un rocher. Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut prendre le rocher et le diviser. Il faut le diviser de manière objective. Et donc, quand on retire l'arrogance, quand on retire la subjectivité, quand on retire le calcul mathématique, etc. derrière, eh bien, on va voir que finalement, ce n'est plus un rocher, c'est des pierres. Après, on prend la pierre, et la pierre, on va la diviser en cailloux. Le caillou, on va le diviser en poussière, et là, on marche dessus après. Donc, il faut décomposer. Il faut, en anglais, un puzzle. Passer de la peinture, eh bien maintenant à la petite pièce du puzzle. Et donc de cette manière-là, on voit le problème. Qu'est-ce qu'elle fait une maman avec son bébé? Va pas lui donner un plat de choucroute, hein, mais elle va mâcher, elle va lui donner la dose qu'il peut digérer. Et donc nous, dirigeants, on a la responsabilité de prendre les gros problèmes, de les mâcher, de les travailler, de les simplifier et de les donner à nos équipes de la manière la plus digérable possible. C'est ça, en fait, l'idée et la métaphore par rapport à la complexité. Alors que quand on a étudié ou quand on est passé par les problèmes mathématiques les plus complexes, on a tendance à penser que ces mauvais résultats sont forcément dus à un gros problème. Et le gros problème nécessite de grandes solutions. Alors que ce n'est pas forcément ça. C'est peut-être l'accumulation de plein de petites solutions qui peuvent faire avancer un grand problème. Exactement, parce que le monde est fait comme ça, d'atomes et de molécules, et c'est les notions les plus petites de l'univers. Ok. Tu avais déjà dit aussi le fait qu'il y avait une différence entre complexe et compliqué. C'est quoi la différence entre les deux? Complexe et compliqué. Pour moi, les choses sont complexes. Pourquoi complexes? Parce que c'est justement une collection, un amalgame de plusieurs choses. Compliqué, là, ça veut dire qu'on est dans l'impasse. Je préfère complexe à compliqué. Okay. Donc, complexe, ça veut dire je peux décomplexer, je peux décomposer le rocher. Je comprends. Je peux décomplexer. Et c'est pour cela, je préfère toujours utiliser pour un sujet très sérieux, c'est un sujet complexe. Et pour le décomplexer. Et ça, c'est à nous de rendre les problèmes les plus compliqués complexes. Je me rappelle, je parlais avec un directeur régional. Il me dit, ma région, elle est très difficile. La notion de difficulté. Alors que la notion de difficulté, elle est liée à la personne. Elle n'est pas liée à la tâche. Donc, si je demande à un athlète de sauter d'1 mètre, il ne va pas me dire que c'est difficile. Si je demande à un bébé de sauter 1 mètre, ses parents ne vont pas accepter. Donc, en fait, la notion de difficulté est liée à la personne et pas à la tâche. Donc, pour moi, peindre, c'est difficile. Elle est relative. Ouais. Donc, exactement. Et donc, ce directeur régional m'a dit « Ah non, mais moi, ma région, elle est extrêmement difficile. » J'ai dit « D'accord, tu viens de me dire de ne pas te nommer directeur général. » Mais non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit « Si, ta région, elle est déjà très difficile. Comment tu veux que je te donne 5 régions? Donc, si on n'y arrive pas dans une région... » Et donc, en fait, c'est comment décomplexer aussi la mentalité du dirigeant pour dire non, on peut diviser le problème et le traiter. D'ailleurs, je me demande si les chirurgiens, les médecins ne font pas ça tous les jours, de manière tout à fait naturelle. Aller chercher exactement là où il y a le problème, le cerner
et le traiter. Enlever des scénarios. Et... Tu dis souvent, chaque problème a 2 solutions. Ça veut dire que tu as quoi en tête quand tu dis ça? Mais c'est que chaque problème a 2 solutions. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne suis pas dans la fatalité. Il n'y a pas de problème sans solution. Oui, mais ça, c'est compliqué. Pour moi, il n'y a pas justement de problème compliqué. Insoluble, ok. Et donc, il faut chercher les solutions. Alors, les solutions ne viendront pas d'elles-mêmes. Et je me rappelle avoir dit ça à mes équipes au début de la période du Covid. J'étais en Espagne. Je dis, il me faut des masques. Ils m'ont dit, c'est impossible. Je dis, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est sûr qu'il y a 2 solutions. Maintenant, il faut aller les chercher. Ils m'ont dit, oui, mais on a trouvé des masques, mais il faut payer en espèces. Et le monsieur, il veut pas être payé en virement bancaire. Je dis, alors... Déjà, c'en est une. Déjà, c'en est une. Oui, mais le directeur financier... Alors, on n'est plus au Rocher. Hein, donc, déjà, j'ai les masques, mais il faut en espèces. Et les masques, ça pouvait sauver des vies. On n'avait ni vaccin, ni rien du tout. On était dans les 2 premières semaines de la pandémie. Et donc, effectivement... après, oui, mais le système financier de la société ne permet pas de payer un fournisseur en espèces. Je dis, mais si on prend l'avocat avec nous et le notaire avec nous pour assister à tout ça et signer que, ah voilà, peut-être il y a une possibilité. Effectivement, on était la première entreprise à obtenir donc des masques. D'ailleurs, l'armée espagnole nous a demandé si on pouvait leur fournir quelques masques. Non, fournir quelques masques. Et effectivement, on l'a fait avec beaucoup de bonheur. Sincèrement, j'ai été remercié après par la famille royale espagnole. Et parce qu'on était les premiers à s'approvisionner en masques. Alors que c'était impossible. On est parti du rocher, impossible. Puis c'est compliqué, le processus, etc. Et puis finalement, petit à petit, et on passe effectivement donc du rocher à la poussière et finalement tu as la solution. Donc oui, chaque problème a 2 solutions. Quand on gère entre 85 000 et 100 000 personnes, un PNL de 40 milliards, je trouve qu'il y a 2 compétences ou qualités que tu dois avoir. Ça doit être la capacité à déléguer et la capacité à s'entourer. Et j'aimerais bien que tu me parles un peu de ça parce que moi, c'est pas forcément mon fort. J'essaye de me soigner. Mais comment on fait pour réussir à déléguer ces sujets, à savoir ce qui doit être chez toi, ce qui doit être donné à d'autres? Quels sont tes drivers et ton organisation pour réussir à déléguer? Le principe de la subsidiarité. Le principe de la subsidiarité dit « je ne fais aucune tâche qui peut être faite par quelqu'un d'autre ». Ok. Et ça, c'est un truc que tu t'es appliqué? Absolument. Et donc, quand tu gères 5 personnes ou 100 000 personnes, je ne fais rien qui peut être fait par quelqu'un d'autre. Okay. D'ailleurs, quand on va dans le bloc opératoire, tu vois qu'il y a une première infirmière qui vient, après il y a un infirmier qui vient, et après il y a quelqu'un, et après le chirurgien étoilé, il vient, il opère, il finit les opérations, après il part, et les autres, ils continuent à coudre, n'est-ce pas? Donc, je ne fais rien qui peut être fait par quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est hyper important. Et donc, je ne me mêle jamais des affaires de mes N-2, N-3, et ceci et cela, machin. Donc, si je rentre dans le détail, c'est juste pour donner une direction culturelle, mais c'est pas pour contrôler. J'aime pas le flicage. Et je me rappelle une expérience chez Google. Je suis allé passer quelques jours chez Google, aux États-Unis, près de Silicon Valley, et je parlais avec la directrice des ressources humaines de Google. J'ai dit, c'est vrai que chez vous, les notes de frais ne sont pas signées par le manager? Elle m'a dit oui. Chez nous, les notes de frais sont signées par la personne qui déclare avoir dépensé de l'argent pour la société, mais elle n'est pas signée, la note de frais, par le manager. J'ai dit, mais et s'il y a quelqu'un qui triche ou... elle m'a dit, écoutez, chez nous, tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui est responsable d'un projet de moins de 30 millions de dollars. Je leur fais confiance sur des projets de 30 millions de dollars et je ne leur fais pas confiance sur un ticket de taxi. Donc, on relativise les choses. Donc voilà. Donc en fait, c'est tout cela, la subsidiarité, la simplification. Ça, c'est extrêmement important. Donc la subsidiarité, c'est un principe. La simplification est un deuxième principe. Et le troisième, c'est la confiance. Je pense que la confiance, ça nous permet de gagner énormément de temps dans une entreprise et c'est un avantage compétitif par rapport à d'autres. Et sur les qualités recherchées
pour les gens qui t'accompagnent et qui font partie de ta garde rapprochée, comment tu sélectionnes cette équipe? Et d'ailleurs, dans des grands groupes comme ça, est-ce qu'on choisit sa garde rapprochée ou on nous l'impose? Et comment, si tu dois choisir ton équipe, est-ce que tu choisis des qualités que tu n'as pas, des personnalités que tu n'as pas? Ou comment est-ce que tu construis ta garde rapprochée? Dans les grands groupes, on choisit sa garde rapprochée. J'ai le défaut, je l'ai toujours eu, de rester avec les mêmes équipes que je trouve en arrivant. Et donc, j'ai eu le défaut parce que ça m'a été dit à plusieurs reprises comme étant un défaut. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de faire table rase, de changer, virer tout le monde. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est une question de courage, une question de philosophie pour moi. J'ai jamais cru qu'en virant tout le monde et en remplaçant tout le monde par d'autres personnes qui vont aussi, eux-mêmes à leur niveau, virer tout le monde et remplacer tout le monde, en fait, c'est une chaise musicale qui risque d'être interminable pendant 6 mois, alors que la société a des objectifs immédiats à apporter. On va plus passer du temps à parler de l'organigramme, de qui fait quoi, qui est viré, qui est là, qui est... Non, au lieu de se focaliser sur vraiment le résultat. Donc moi, j'ai jamais perdu 6 mois sur ces affaires-là. Je pense que pendant mes 10 ans de directeur général, j'ai jamais passé plus de 5 minutes sur les organigrammes les premiers 6 mois de ma prise de poste. Mais pas plus de 5 minutes. D'ailleurs, à chaque fois on me remettait les organigrammes, je les regardais à peine parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la flamme au fond de chacun. Et ce qui s'est avéré, c'est que 80% des équipes que je prenais, dont je ne me séparais pas, étaient parfaitement capables d'apprendre, d'évoluer, de se remettre en question et de poursuivre la route après mon départ. Et comment on fait pour fédérer, animer une équipe avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, 80, 100 000 personnes? Toi, tu as réussi à le faire, à être présent, à être reconnu et à fédérer ces gens-là, sans pour autant que ce soit ton équipe principale avec laquelle tu bosses tous les jours. Mais quels sont les éléments que tu as utilisés pour essayer qui t'ont permis de créer une équipe? Et une notion d'équipe à 80 000 personnes, c'est pas évident. Le mot responsable vient du verbe répondre. Je t'écoute. Okay. Répondre. Et donc, j'ai donné mon adresse email sur le site web. Tu l'as dit tout à l'heure. Et sur tous les outils de réseaux sociaux internes de la société, disant à n'importe quel salarié qui souhaitait me parler d'un problème ou d'une idée, etc., qui pouvait le faire. Accessible tout de suite. Absolument. Alors, pas seulement à moi, et je demande à l'ensemble de mes collaborateurs, dirigeants, de faire de même. Parce que moi, je suis dans la subsidiarité. Je ne veux pas faire le travail... Mais s'il y a un boucher qui a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre et que je sois le seul, finalement, à l'écouter, je vais être ce seul dirigeant à l'écouter. Et donc, cette proximité, effectivement, permet de fédérer. L'objectivité. L'objectivité, c'est-à-dire quand une organisation syndicale me fait une demande, si la demande, elle est légitime, je ne vais pas la refuter parce qu'elle émane d'une organisation syndicale. Je vais leur dire merci, et je sais dire merci à une organisation syndicale, et je sais la réaliser. Une fois, on m'a donné un courrier dans un magasin que les chasses d'eau étaient en panne dans le magasin. Donc, au lieu de passer du temps à dire non parce que ça émane d'une organisation syndicale, je dis merci beaucoup, je ne l'aurais pas su si vous ne me l'aviez pas dit. Vous savez quoi? C'est une responsabilité managériale. Je me suis adressé à mon directeur de magasin, je dis ça, on le sait ou pas? Donc, il faut absolument le régler. Il n'y a même pas besoin qu'on ne le remonte. Maintenant qu'on ne l'ait remonté, il faut dire merci. Donc, l'objectivité et l'humilité d'accepter les choses légitimes. Et troisièmement, l'exemplarité. Je pense que l'exemplarité, c'est une caractéristique managériale indispensable.